18h16, on se retrouve finalement sur CNews et sur Europe 1 en direct pour Punchline. On va évoquer le sort des migrants débarqués de l'océan Viking vendredi dernier. Combien sont encore dans le centre de rétention créé dans la presqu'île de Gien? Combien ont déposé des demandes d'asile? L'OFPRA a terminé l'examen de toutes ces demandes, mais visiblement la préfecture, qui devait envoyer un communiqué là cet après-midi, retarde, repousse en permanence la publication de ce communiqué, preuve que les choses ne sont pas si faciles que cela. Stéphanie Rouquier, vous êtes notre envoyée spéciale sur place. Bonsoir à vous. Pourquoi est-ce qu'on reporte en permanence le moment du bilan, l'heure du bilan? Voilà, combien sont là, combien sont partis? Mais écoutez Laurence, effectivement, les procédures sont toujours en cours et c'est pour ça que la préfecture du Var ne communique pas encore les derniers chiffres des demandes d'asile accordées ou refusées. Il faudra attendre ce soir ou demain pour les connaître. Mais je peux vous dire Laurence que bien dans la journée, nous avons vu une vingtaine de migrants qui ont essuyé un refus de la part de l'OFPRA. Ils ont donc été emmenés en bus à la cour d'appel de Toulon car ils avaient déposé des recours. Et il faut savoir que cet accueil des migrants de l'Ocean Viking crée toujours la polémique. D'un côté, eh bien, il y a des élus RN ou des membres de Reconquête qui estiment qu'ils sont trop bien logés dans des conditions de vacances en bord de mer avec des moyens colossaux pour les encadrer. Et bien de l'autre côté, il y a des associations d'aide aux migrants et aux réfugiés qui, dans un premier temps, avaient salué la décision de la France d'accueillir le bateau. Eh bien, ces associations dénoncent à présent des violations des droits fondamentaux de ces personnes avec violation du droit d'asile, port de bracelet avec le numéro ou absence d'interprète. Merci beaucoup pour ces précisions. Stéphanie Rouquier sur place à Gien. Thibaut de Montbrial, qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous cette affaire de l'océan Viking? Moi, je trouve ça lunaire. Donc, pourquoi? C'est lunaire, c'est lunaire et ça continue à l'être. La première chose lunaire, je remonte un tout petit peu en arrière, mais moi, je ne me remets pas d'avoir entendu la différence entre le discours d'Emmanuel Macron en 2018 au moment de l'accueil de l'Aquarius, du non-accueil de l'Aquarius, avec tous les bons, 2018, avec tous les bons arguments. Et les arguments qu'on entend depuis l'accueil de l'Ocean Viking, notamment dans la majorité, sur les plateaux, à l'Assemblée, etc., qui sont des gens qui viennent, au nom de la majorité présidentielle, dire exactement, à 100%, l'inverse de ce que disait le président en 2018. Ça, c'est le premier point. En insultant ceux qui disent comme lui à l'époque. Bien sûr. Alors, moi, ce que j'ai dit l'autre jour sur un autre plateau, c'est que si quelqu'un venait dire mot à mot ce qu'Emmanuel Macron avait dit en 2018, il se ferait traiter de fasciste. Sur les plateaux aujourd'hui. Non mais ça, oui, mais c'est intéressant parce que il faut remonter là, puisque tout ce qui suit en découle. Ce qu'on va découvrir là dans le détail, puisqu'il y a un effet loupe sur le devenir de ces gens, c'est que les demandes d'asile sont très longues à être examinées pour des raisons évidentes. C'est compliqué. Les gens peuvent ne pas avoir de papier ou des faux papiers, ce qui demande en soi un examen. Il faut vérifier les histoires, etc., etc. Donc, il n'y a pas de décision définitive qui va être prise. Les seules décisions définitives qui vont être prises à court terme, et ça va être intéressant, parce que Gérald Darmanin a annoncé que 11 pays européens avaient accepté de prendre des gens qui étaient sur le bateau. Ça va être intéressant de voir combien de pays européens en prennent effectivement, et combien d'individus sont pris par chaque pays européen. Pour le reste, il faut que chacun ait bien à l'esprit que les demandes d'asile, et c'est bien normal, ça prend du temps pour qu'elles soient enquêtées. Donc pendant des semaines, les gens en question vont être sur le territoire français avec le statut le titre provisoire de demandeur d'asile. Et puis le grand tabou, le retour, c'est que les gens pour lesquels la réponse va être négative parce qu'il y a des raisons qui apparaîtront évidentes de leur refuser, dès le début, le ministre de l'Intérieur a dit « nous les raccompagnerons dès que possible ». Dès que possible, statistiquement, ce sera jamais pour 90% d'entre eux. Donc on en revient au fameux qu'ils resteront tous en France. Mais c'est l'axiome que je répète depuis des années et qui est statistiquement établi, même si l'honnêteté intellectuelle consiste à dire qu'il y a quand même une légère amélioration depuis quelques mois. Gérald Darmanin a raison de le rappeler à chaque fois, mais on parle de très bas. L'axiome, c'est tu entres en Europe, tu restes en Europe. Et on va encore le voir. Donc c'est pour ça que tout le monde est très embêté pour communiquer sur les chiffres. Mais encore une fois... c'est vrai que la préfecture retarde, un nouveau délai... Mais c'est pas c'est pas malicieux, c'est juste parce que c'est compliqué. Mais à l'arrivée, les chiffres seront éloquents. Geoffroy Lejeune, sur ça se passe toujours comme ça, je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Thibaut. On peut juste préciser que 44 des 234 passagers, alors il faut faire attention parce qu'il y a 2 fois 44, il y a les 44 qui vont être éloignés,
et il y a les 44 mineurs isolés. Eux, c'est plié, c'est réglé. Ils restent parce qu'on n'expulse pas les mineurs isolés. Et alors, la formule maintenant a fait Flores, les mineurs isolés qui ne sont ni mineurs ni isolés. On ne peut quasiment jamais vérifier. Ils ont par définition souvent pas de papier. En tout cas, c'est très compliqué de pouvoir prouver leur âge. On se refuse, nous, absolument à toutes les techniques qui pourraient donner précisément l'âge des gens. Donc, il arrive quand même, et on voit ça souvent dans des reportages, des mineurs isolés qui ont une quarantaine d'années à peu près, et ça saute aux yeux, sauf qu'on peut pas le prouver évidemment. Donc, ils ont ce statut. C'est quand même assez rare, Geoffroy, quarantaine d'années quand on est un mineur isolé. Ah non, mais pas du tout. En fait, le problème, c'est que quand on se prétend mineur isolé. Le problème, c'est que quand vous entendez mineur isolé, tout de suite, notre petit cœur occidental est français, et notre petite charité chrétienne s'alarme, et on pense à un enfant tout seul, évidemment. Sauf qu'en fait, ce sont des gens qui sont bien plus âgés que des enfants, et dont encore une fois, on ne peut pas prouver qu'ils sont mineurs. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mineurs qui demandent à ce titre-là, et on ne les expulse pas. Ils sont à la charge, ça a été précisé tout à l'heure d'ailleurs à votre antenne, du département. Les départements, honnêtement, j'allais utiliser, hurlent. En fait, Dominique Bussereau a hurlé sur ce sujet il y a quelques années. Il faut rappeler que l'aide sociale à l'enfance est déjà débordée par les cas des enfants placés, martyrisés chez eux, absolument, etc. Et les départements qui ont la charge des mineurs isolés crient dans le désert en expliquant qu'ils n'ont ni les moyens ni la possibilité de faire ce métier. Et ce sont en général des gens qui sont utilisés par la grande délinquance parce qu'ils sont inattaquables pour faire alors il y a de la prostitution, évidemment, il y a du chouf, etc. Enfin bref, ils mettent le doigt dans un engrenage, dans un système qui est quasiment toujours sordide. Bon, et ben ces 44-là, eux, ne repartiront jamais non plus. Ok, Karim. Non, mais l'Océan Viking fait office de loupe sur cette question. Fait office de loupe parce que je pense que la position du gouvernement qui tend à nous dire on va marcher sur nos deux jambes, devoir d'humanité, exigence de fermeté. On l'entend ça. Je veux dire, en théorie, on se dit pourquoi pas, effectivement, aller au secours de gens qui sont entre la vie et la mort, les nourrir, les soigner. Donc, nous sommes un grand pays avec des valeurs. Ok. Exigeant de fermeté, ça veut dire on va faire du cas par cas, et il y a des gens qui pourront rester sur notre sol et revendiquer le droit d'asile, leur pays est en guerre, ils sont en danger et autres, et il y en a d'autres qui n'ont pas le droit de rester sur notre sol, vont être reconduits à la frontière. Et c'est sur cette deuxième jambe que le gouvernement va être jugé, et c'est sur cette jambe-là qu'il manque de crédibilité au moment où nous nous parlons. Et c'est pas une question de manquer d'humanisme que de dire ça, mais je veux dire, moi je le dis très clairement, j'en ai assez effectivement qu'on n'ait pas de cohérence dans la politique migratoire. Moi, qu'on accueille des gens qui sont en difficulté et autres, je suis tout à fait d'accord pour qu'on le fasse. Mais qu'on expulse ceux qui doivent être expulsés, je suis aussi tout à fait d'accord pour qu'on le fasse. Et là, effectivement, le compte il y est quasiment jamais. Alors, qu'on sanctionne les passeurs, on l'a dit, il faut grande fermeté. Elle n'est pas assez ferme aujourd'hui, la politique contre les passeurs. 2, qu'on puisse expulser les gens et qu'on ne le fasse pas que dans le discours, qu'on ne le fasse pas que dans la théorie, qu'on le fasse dans les faits. Parce que ceux qui ne relèvent pas du droit d'asile n'ont rien à faire sur notre sol. Après, moi, je ne veux pas me laisser enfermer dans le débat politique français entre les associations qui disent « Ah mais non, on va trop vite, vous bâclez la demande de droit d'asile, et il faut expulser personne », et ceux qui nous disent « Ils sont trop bien logés dans un centre de vacances ». Parce que la réalité, c'est ni les uns ni les autres qui la détiennent. Okay. Donc je pense qu'il ne faut pas tomber dans des choses qui deviennent grossières. Juste un mot, il y a un sujet européen qui dépasse très largement la France, qui est aussi la question de la façon dont on traite ces associations, qui sont des associations... Alors celles qui vont en mer chercher les migrants. Qui vont en mer chercher les migrants, qui sont ouvertement d'extrême gauche, qui sont les complices avérés au sens de l'entente matérielle avec les passeurs qui ont des moyens de communication avec eux, qui vont chercher les bateaux au large des côtes libyennes, etc. Et qui ne respectent pas... Alors ils dénient le fait d'être en lien avec les passeurs, hein, évidemment. Oui, mais enfin il y a des reportages qui montrent que ce soit d'avoir le numéro de téléphone des passeurs. Que ce soit par audio ou que ce soit par signaux lumineux, il y a des tas de témoignages. Donc c'est un secret de polichinelle. Le droit de la mer est appliqué de façon extrêmement inégale. Les ports, on découvre que les ports libyens dans lesquels débarquent chaque jour des centaines de croisiéristes et un certain nombre de retraités français ne sont pas des ports sûrs au sens du soi-disant du droit maritime. Enfin bon, tout ça, on va pas se lancer dans le détail, mais il y a un vrai problème. Et quand même, on peut pas ne pas le dire, la ville de Paris, qui a un endettement abyssal, qui augmente la taxe foncière de 52% et qui vote 100 000 euros de subvention pour SOS Méditerranée. Joseph Mazescaron, je vois que vous acquiescez à ce que dit Thibault de Montréal. Oui, non, puis en plus Thibault m'apporte quelque chose, c'est que en fait il a dit très bien et d'une manière lapidaire, mais qui est totalement exacte, c'est-à-dire vous entrez en Europe, vous restez en Europe.
Trop souvent dans ce débat, vous entendez les personnes sauter sur leur siège en disant on n'a pas de politique européenne de l'immigration. Mais si, on a précisément une politique européenne de l'immigration. C'est ce que vient de résumer Thibault de Montbrial. C'est-à-dire, vous entendez, moi je me suis fait un florilège de toutes les sorties, ou les sotties je devrais dire, de Madame Johansson sur ce sujet. Qui est Madame Johansson ? Johansson, c'est la commissaire qui est chargée, notamment, bien sûr, du dossier de l'immigration. Tout ce qu'elle dit, c'est quoi ? Elle baigne dans le sans-frontiérisme permanent. C'est-à-dire, elle dit, elle martèle que l'Europe ne doit pas être une forteresse assiégée et que l'Europe doit être ouverte. C'est ça la politique. Nous avons signé un certain nombre de traités, comme les conventions de Genève. Nous avons signé, donc nous sommes pieds et poings liés et nous devons les respecter. Donc ça, mais c'est déjà, pas la faute de la commissaire. Déjà, il y a un problème. C'est la faute des États. Ah, mais c'est la faute des États. C'est-à-dire, elle appuie Madame Johansson. Mais à l'origine, quand même, il va dire non, il a raison. C'est la Commission a tordu le bras aux États. Juste un mot. Quand on entend opposer faussement Madame Meloni à Monsieur Macron, mais Madame Meloni, elle a accueilli aussi des migrants. Pourquoi elle a accueilli des migrants ? Parce qu'elle sait très bien que si elle n'accueillait pas des migrants, il y a un certain nombre de subventions européennes qui tomberaient. C'est pour ça qu'elle l'a fait. Ils l'ont dit comme ça avant les élections. Ils l'ont dit comme ça avant les élections. Donc tout ça, on ne peut pas ne pas poser cette question. Elle a accueilli 3 bateaux derrière. On ne peut pas, oui, bien sûr, on ne peut pas poser cette question sans poser la question, évidemment, de la responsabilité de la Commission. Jean-François Lejeune. J'allais dire que si un État, parce qu'il y a le débat, est-ce que c'est la faute de la Commission ou des États ? Parfois les deux, mais quand un État décide de se défendre, en l'espèce l'Italie, il a des menaces et il se fait insulter par ses voisins, mais il est menacé. La question, Ursula von der Leyen a été très claire dans un message quelques jours avant les élections italiennes en disant attention, l'argent n'arrivera pas s'il ne respecte pas un certain nombre de valeurs. Lesquelles ? C'est ça, c'est ce qui est proféré par cette commissaire européenne. Et alors, pardon Karim, il y a une preuve irréfutable et c'est un scandale absolu dont on a très peu parlé parce que comme en général les sujets européens n'intéressent personne, on n'y comprend rien. En 2015, poussé par Bernard Cazeneuve à l'époque ministre de l'Intérieur, la Commission européenne nomme à la tête de Frontex un Français, Fabrice Leggeri, qui était chargé donc de faire respecter, c'était la mission telle qu'elle lui a été présentée à l'époque et c'était le souhait de Jean-Claude Juncker, c'est pas non plus l'extrême droite post-fasciste, de faire respecter les frontières extérieures de l'Union européenne. Frontex, le gendarme de l'Europe, on imagine tous des bateaux qui patrouillent pour empêcher les gens de rentrer illégalement, etc. Bon, il a présenté sa démission il y a quelques mois, dans l'indifférence générale, parce qu'il a demandé, soutenu par 16 pays de l'Union européenne, qui voulaient la même chose que lui, 16 ministres de l'Intérieur. 16 ministres de l'Intérieur, pardon. Il a demandé à ce que soit précisée la mission de Frontex. Il y avait un conflit sur la question de ce qu'on appelle le pushback, c'est-à-dire le fait de repousser des bateaux qui rentrent en Europe. Il a dit, je présente ma démission, sauf si vous me dites que mon métier c'est de faire ça. On pense tous que c'est ça son métier. Eh bien, figurez-vous que cette fameuse commissaire et la Commission européenne lui a dit non, pas du tout. C'est Frontex, en gros, il n'y a pas eu de réponse, mais en gros, ce qu'on lui a fait comprendre dans le sous-texte, et on a accepté sa démission, c'est que Frontex est une agence d'accueil des gens qui rentrent quand ils l'ont décidé, pas des gens qui rentrent légalement, des migrants illégaux. Donc il a démissionné, tout le monde s'en fiche, et à l'heure où on parle, jamais la Commission n'a voulu assumer on avait le droit de défendre nos frontières. Donc ce que dit Thibault est l'absolue vérité. Et le pushback est la seule solution pour l'Europe. Alors, pushback veut dire repousser les bateaux sur les côtes africaines, c'est ça ? C'est la politique australienne qui consiste à intercepter les bateaux, à évidemment apporter toute l'aide nécessaire aux gens qui sont en détresse, de l'eau, de la nourriture, etc., et de les raccompagner vers le port d'origine. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé avec l'Ocean Viking et ce qui se passe régulièrement en France et ailleurs, c'est l'appel d'air. C'est-à-dire que les gens savent qu'en quittant notamment la Libye et avec la complicité des associations, ils sont certains d'entrer en Europe. S'ils savent que le parcours sera à ce point difficile qu'ils seront interceptés par les marines européennes et raccompagnés avec toute l'humanité voulue, mais raccompagnés quand même au point de départ, vous aurez beaucoup moins de départs. Et vous aurez donc beaucoup moins de gens qui vont se noyer, etc., etc. Et le problème, les problèmes aigus liés au débordement migratoire dont souffre l'immense majorité des pays d'Europe seront en partie contenus. Nous accueillerons moins, nous accueillerons mieux. Bon, allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline. On reviendra sur ce qui s'est passé en Pologne. 2 morts après le tir d'un missile qui a été sans doute tiré par la défense antiaérienne ukrainienne, mais le président Zelensky